remercie. Oups, il faut que je parle très doucement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ici. J'étais déjà venue dans la maison visiter un laboratoire qui travaille sur la terre crue. Et je suis très contente d'être là. En revanche, je m'excuse parce qu'il n'y aura pas de photos. Pas de photos parce que d'habitude, j'interviens sur les écoquartiers, mais bon, c'était un peu connu, dépassé, pas dépassé, mais assez connu. Et là, j'ai des centaines de photos. Mais sur la transition énergétique, c'est beaucoup plus aride. Donc, j'ai pas mis de photos. Ça sera peu visuel. On va essayer de décortiquer cette problématique. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'on m'a dit que j'avais 1h30, je croyais avoir 45 minutes, donc on va avoir le temps d'approfondir un petit peu. Alors je vous vois mal, néanmoins je pense que rien ne vous empêche de lever le doigt si je parle dans des termes que vous ne comprenez pas ou si vous voulez créer un peu de débat au fur et à mesure parce qu'1h30 c'est long, donc n'hésitez pas à intervenir, à vous manifester pour des éclaircissements au fil de la conférence, même si évidemment on va garder un moment pour débattre. Alors les objectifs de cette conférence, c'est d'abord de resituer les enjeux des politiques climatiques locales, de mettre en valeur essentiellement les convergences, mais surtout les divergences sur les voies locales de sortie des énergies fossiles aujourd'hui en Europe. Très peu de villes sont impliquées dans ces politiques. Mais néanmoins, il y a des divergences. On va essayer de comprendre à partir de cas d'études un peu approfondies. On va aussi interroger l'efficacité de ces politiques locales, montrer leurs limites, mesurer le poids des contextes nationaux. On peut mal comprendre des politiques énergétiques locales sans tout le cadrage national. Et puis, ça ne sera pas dans l'ordre, mais chemin faisant, on va aussi appréhender les répercussions des politiques climatiques sur l'évolution de l'urbanisme. Mais ça, je pense que vous êtes assez familier avec ces questions-là. Alors, un petit rappel, une petite définition pour commencer sur la durabilité urbaine. Je voulais rappeler que l'articulation des échelles de temps et des échelles d'espace, c'est la cible de la durabilité urbaine. Et si on revient simplement à une des premières définitions de la ville durable, en 1994, par Mitlin et Satterwhite, c'est une définition qui dit une ville qui réussit sur le plan du développement durable, c'est une ville dont les nombreux et divers objectifs des habitants et des entreprises, on ne précise pas quels sont ces objectifs, sont atteints sans que le coût en soit supporté par d'autres personnes ou d'autres régions, d'autres générations, d'autres populations vivantes, d'autres espèces. C'est le sang qui fait la charnière entre les échelles. Donc deux remarques à partir de cette définition. Quand on parle de villes durables ou de villes post-carbone, on ne devrait même pas parler de villes post-carbone, on devrait parler plutôt de fossil fuel-free city, de villes sans énergie fossile, parce que tout est constitué de carbone, les êtres vivants. Quand on parle de ville, ça ne signifie pas une entité géographique. Sinon, pourquoi il faudrait parler de bassin de vie, bassin de vie durable, agglomération durable, région urbaine durable. Ce n'est pas une entité géographique, ça réfère à une entité politique, ville. La ville, c'est un pouvoir local. Et en fait, c'est une fenêtre d'action politique, essentiellement. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que la durabilité urbaine ne signifie pas du tout la qualité de vie ou l'attractivité territoriale. En anglais, c'est livability, sustainability, c'est différent, même si bien sûr la qualité de vie est très importante, mais disons qu'elle n'a pas eu besoin du référentiel du développement durable pour être un objectif de l'urbanisme. La durabilité urbaine, elle entraîne un désenclavement, on peut dire, du référentiel de l'urbanisme. Et l'urbanisme acquiert une réflexivité par rapport aux interdépendances planétaires, et pas simplement aux interdépendances socio-économiques, ça c'est connu, mais bien aux interdépendances matérielles, biophysiques. La durabilité, elle implique la protection des biens communs qui sont dans un état critique aujourd'hui, l'atmosphère et la biosphère, entre autres. Et l'optique de la durabilité urbaine, c'est la justice environnementale et intergénérationnelle. Donc, des solidarités à long rayon d'action. Je
crois que ça c'est un rappel, mais c'est important d'avoir une définition multiscalaire, interscalaire, et surtout pas confinée à des espaces géographiques qui seraient délimités spatialement. Alors, un petit rappel aussi, je crois que ça vous est familier, des défis environnementaux et sociaux simultanément majeurs, notamment qui pilotent la transition énergétique. Alors, sociaux, puisque les politiques environnementales, les politiques climatiques, on a tendance à les renvoyer à des politiques environnementales. Oui, bien sûr, c'est des politiques environnementales, mais c'est des politiques sociales aussi. Un ouvrage, The Climate of Injustice, 2007, aux presses du MIT, montrait très bien ça, on le sait. Les populations les plus vulnérables face au changement climatique, ce sont les populations pauvres, au sud, dans des géographies particulières. La vulnérabilité face aux impacts du changement climatique n'est pas du tout la même selon les catégories sociales, selon les pays. Donc on peut dire que toutes ces questions environnementales sont aussi des questions sociales. Sur la question climatique elle-même, un petit rappel. Aujourd'hui, à peu près, c'est vraiment des ordres de grandeur, la production humaine de carbone atmosphérique est estimée à 7,5 gigatonnes de carbone par an, dans un tendanciel récent, le tendanciel qui est admis en 2050, ça nous mène à 16 gigatonnes de carbone par an. Ça peut être beaucoup plus, la fourchette est incertaine, ça peut être beaucoup plus si nous avons ce qu'on appelle des effets boule de neige, des rétractions positives, typiquement le méthane qui est relargué à partir du permafrost russe. En tout cas, même sur un chiffre bas de 16 gigatonnes, on est sur une tendance qui est complètement contradictoire, en fait intenable par rapport aux objectifs de stabilisation du climat qui réclameraient d'émettre 2 à 3 gigatonnes de carbone par an. Donc la situation est une situation critique. Bon, il faut avoir fait de la climatologie et de l'océanographie pour le comprendre vraiment, mais c'est une situation extrêmement critique et préoccupante. Alors, les villes là-dedans, parce qu'aujourd'hui on parle des pouvoirs locaux, alors dans l'Union européenne, il est à peu près admis que 75% du CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, serait émis par les villes. En fait, tout simplement, ça correspond au taux d'urbanisation de l'Europe. Les populations, c'est ramené par tête d'habitants, les populations étant à 75% urbanisées ou plus, les villes sont considérées comme étant des acteurs extrêmement pertinents, même si elles ne peuvent pas agir seules, on va le voir, pour prendre à bras le corps cette question. Donc ça, c'est l'enjeu climatique à proprement parler. Il y a aussi un enjeu d'épuisement des ressources fossiles, d'épuisement des ressources minières d'ailleurs, on parle toujours du peak oil pour le pétrole, mais les réserves d'uranium, ça ne nous mène pas très loin non plus. Donc, sur la question de la transition énergétique, se couple l'enjeu de l'épuisement des ressources fossiles et l'enjeu de la réduction des gaz à effet de serre. Autre grand défi environnemental qui est lié, tous ces défis-là sont liés entre eux, au niveau mondial, c'est la raréfaction des terres agricoles. Et on peut, oui, c'est clair, le mitage urbain, en fait, concourt à cette raréfaction des terres agricoles, d'autant que les villes sont situées sur des bassins fertiles, dans des bassins sédimentaires, dans des fonds de vallée, sur des sols assez fertiles. Autre grand défi, la réduction et la fragmentation des espaces naturels qui semble annoncer une extinction massive d'espèces à moyen terme. Pourquoi à moyen terme? Parce que ces extinctions sont différées entre une perturbation initiale et l'extinction d'une espèce, une perturbation initiale sur un biotope. Il peut y avoir jusqu'à 5 siècles de décalage. Vous savez que les temporalités naturelles et temporalités sociétales sont en distorsion. C'est exactement pareil pour le changement climatique.
Les glaciologues nous expliquent aujourd'hui que si, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre étaient de zéro, si on était capable de les annuler complètement, le niveau de la mer continuerait à monter pendant environ 1000 ans. Donc c'est l'effet retard. Mais pour la biodiversité, nous sommes sur des effets retard extrêmement importants. Donc on ne peut pas se fier à ce qu'on observe aujourd'hui. Il faut prendre en compte ces temporalités longues, ces temps de réaction longs. Et puis un autre enjeu environnemental très majeur, lui aussi, c'est l'adaptation au changement climatique. Et cette adaptation au changement climatique, l'adaptation des sociétés est interdépendante, dépend de l'adaptation des écosystèmes. Il est peu probable que nos sociétés s'adaptent au changement climatique si les écosystèmes ne s'adaptent pas au changement climatique. Et cette adaptation des écosystèmes va nécessiter, par exemple, de laisser remonter les écosystèmes vers le nord, c'est-à-dire l'aménagement de trames vertes macro-régionales qui puissent traverser les villes avec un enjeu de rendre les villes transparentes à la biodiversité. Donc ça, c'était un simple rappel sur les raisons écologiques et sociales, même si on n'a pas le temps de développer, pour lesquelles les villes se sont embarquées dans l'aventure des plans climat. Alors, il y aura 3 parties dans cet exposé. Et dans une première partie, je vais surtout présenter le cadre international, le cadre en fait de l'action climatique locale, que les villes n'agissent pas seules. Les plans climat ne sont pas des initiatives spontanées. En fait, c'est comme les agendas 21 locaux, ils ont été précédés par la mise en place de cadres. Dans une deuxième partie, on zoomera sur des stratégies locales de sortie des énergies fossiles très contrastées. On va aller en Suède et en Allemagne. Et dans une troisième partie, on abordera les limites de la transition énergétique qui s'amorce aujourd'hui. Alors, ce cadre de l'action climatique locale. Bon, tout d'abord, les villes européennes avaient développé des politiques énergétiques locales suite aux chocs pétroliers ou suite aux catastrophes nucléaires. Par exemple, en 1986, après Tchernobyl, certaines villes allemandes, ont mis en place des politiques énergétiques pour la première fois. Le service de l'environnement, par exemple, de Fribourg, c'était le premier service de l'environnement municipal créé en Allemagne, a été créé en 1986, au lendemain de Tchernobyl. Et pour Hanovre, je vous parlerai d'Hanovre, pas de Fribourg, ça a été aussi un moment clé. Donc il y a un terreau, les politiques énergétiques. Mais la question climatique est beaucoup plus récente, et elle apparaît en 1990 précisément, parce qu'en 1990, c'est le premier rapport du GIEC, du groupe d'experts internationaux sur le climat. Et l'année 90 est une année charnière. C'est aussi un moment où on prépare le sommet de Rio. Donc il se passe beaucoup de choses en 90. Mais pour notre sujet, ce qui nous intéresse, c'est en 90 que vont voir le jour 3 associations de collectivités locales spécialisées sur la question du climat et de l'énergie. Et ce sont des associations militantes, des réseaux de villes. Ce n'est pas l'association des maires de France, si vous voulez. C'est des associations beaucoup plus militantes sur le plan environnemental. La première, c'est ICLEI, le Conseil international local des initiatives environnementales locales. L'Alliance Climat et Énergie-Cité qui est basée à Besançon. Donc, des associations se mettent en place. Elles vont entraîner les villes dans les premiers plans climat en Europe. Et puis, parallèlement, en 90, l'Europe est en train de bâtir sa politique énergétique et elle met en place une série de programmes qui vont aider les villes à travailler dans le sens des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables. Et ces programmes européens ont aussi eu un impact majeur. Par exemple, le dernier, Concerto, le quartier de la caserne de Bonn, a été construit avec un programme Concerto qui a associé d'ailleurs la ville de Växjö, dont je vais vous parler tout à l'heure, et Delft, avec Grenoble.
C'est aussi grâce à cet appui européen que des agences locales et régionales de l'énergie ont pu se mettre en place. Plus de 400 agences locales en Europe ont été financées en partie par l'Union européenne. Et ces agences locales sont très importantes pour la mise en place, enfin l'invention, on peut dire, d'une politique climatique à l'échelle locale. Cette politique européenne, elle va se renforcer. Bien sûr, l'Europe a pris des engagements par rapport à Kyoto, et notamment, elle va se renforcer en 2007, puisque là, l'Union adopte un objectif qui est très ambitieux dans son plan d'action pour la politique énergétique européenne, c'est-à-dire une réduction de 60 à 80% du CO2 d'ici 2050, 60 si l'Union agit seule, 80 si les autres pays s'engagent également sur des fortes réductions de gaz à effet de serre, et une réduction de 20 à 30% d'ici 2020. Alors, ce sont des objectifs très élevés en réalité, on va le voir tout à l'heure quand on verra les résultats que peuvent obtenir des villes. Et ces engagements seraient, cette réduction espérée par l'Europe serait obtenue potentiellement à part égale en travaillant sur l'efficacité énergétique pour un tiers, sur les économies de consommation et sur le développement des énergies renouvelables. Donc on a là deux grands protagonistes, des réseaux de villes militants, et puis l'Union européenne qui a pris des engagements par rapport à Kyoto et qui ne peut pas agir seule et qui va essayer d'entraîner les villes, les pouvoirs locaux. On va en fait assister à une alliance entre ces réseaux de villes transnationaux et l'Union européenne. Alors il y a un ouvrage de Bulkley et Bettsill qui est consacré à ces réseaux de villes transnationaux et qui décortique leur fonctionnement. En sciences politiques, c'est tout à fait innovant, parce qu'en fait, les villes entrent dans la gouvernance climatique globale. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça ne veut pas dire qu'on gouverne le climat, on le gouverne très mal, mais ça veut dire qu'on ne peut pas laisser la question climatique aux États. Les États, l'Europe, sont absolument impuissants à faire advenir des réductions de CO2 à la hauteur de ce qui est nécessaire. Donc en fait, les villes investissent cette scène internationale à travers les réseaux de villes transnationaux et réclament une part importante dans les régulations finalement émergentes du climat. Donc en termes de sciences politiques, c'est nouveau, une association entre des pouvoirs locaux appuyés par l'Europe qui investissent la scène internationale des négociations climatiques. Parce que ces associations sont aussi représentées dans toutes les conférences des partis, dans toutes les négociations climatiques. Alors c'est cette alliance entre l'Union européenne et ses réseaux de villes qui a donné naissance à la Convention des maires. Est-ce que vous connaissez la Convention des maires? Vous en avez entendu parler? Non? La Convention des maires, créée en 2009, c'est un grand réseau de maires. Aujourd'hui, elle a été ratifiée par 2418 collectivités. Enfin, aujourd'hui, c'est en avril 2011, collectivités locales et régionales. Et les villes qui ratifient la Convention des maires adoptent ce qu'on appelle les 3 vins au niveau européen. Le premier vin, c'est de réduire de 20% les gaz à effet de serre d'ici 2020, d'ici 9 ans, d'ici 10 ans à l'époque. C'est incroyablement ambitieux. Les villes qui ont réduit de 20% les gaz à effet de serre dans les 10 dernières années se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, hormis les catastrophes industrielles dans les pays de l'Est et en Russie, où la désindustrialisation a permis de réduire les gaz à effet de serre. Le deuxième vin, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique de 20%. Et le troisième vin, c'est le développement des énergies renouvelables à hauteur de 20% de la production d'énergie. C'est-à-dire la production ou la consommation, pour une ville, c'est souvent la consommation d'énergie. Dans sa consommation finale d'énergie, 20% doit venir des énergies renouvelables. Là aussi, ce sont des objectifs très, très ambitieux qui ne seront pas atteints
Bon, simplement les villes qui signent et ratifient la Convention des maires doivent faire état des progrès, des résultats, et si les résultats ne sont pas à la hauteur dans le tendanciel, elles sont éliminées de la Convention des maires. Donc ce n'est pas simplement un engagement de principe, ça permet, on reste dans la Convention des maires si on peut faire état d'avancer sur ces 3 volets: la réduction des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors, vous voyez là la carte, je ne sais pas si elle est très claire. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette carte? Il y a quelque chose qui apparaît assez clairement. Sur ces 2400 points, l'Italie, l'Espagne, on est d'accord? Enfin bon, un peu les Pays-Bas aussi. Mais l'Italie et l'Espagne, bon, il y a beaucoup plus de pouvoirs locaux dans le sud. En Suède, il y a 300 et quelques municipalités. Mais on voit aussi l'impact du changement climatique, pénurie d'eau, réchauffement, on le verra tout à l'heure pour l'Espagne, où la conscience est forte, elle est liée aux impacts du changement climatique. Puis l'Italie et l'Espagne investissent la scène européenne parce que ce sont des pays qui n'ont aucun appui national. Donc en fait, ils se raccrochent beaucoup plus aux initiatives européennes. C'était pareil avec la campagne européenne des villes durables, où la moitié des adhérents venaient de l'Italie et de l'Espagne, en l'absence de niveaux finalement nationaux ou régionaux de financement, d'aide. Alors pour continuer dans ce panorama général sur les politiques climatiques, on peut dire schématiquement que l'Europe connaît 2 vagues de plan climat. La première vague de plan climat, elle démarre juste avant Rio et surtout dans la période d'élaboration du protocole de Kyoto. C'est l'association ICLEI qui met en place, qui invente avec 13 villes pilotes au niveau international. Quelques-unes sont européennes, comme Bologne, Hanovre, Copenhague, Helsinki en Europe. Les autres sont plutôt des villes nord-américaines qui inventent des plans de réduction du CO2 urbain pendant 3-4 ans. Et ces plans seront adoptés en 1995 pour les premiers. Il faut 3-4 ans parce qu'il faut d'abord faire un bilan carbone. Ensuite, on fait des scénarios, c'est-à-dire le tendanciel est toujours inacceptable, l'alternative est toujours utopique. Donc un scénario médian pour voir ce que les actions urbaines peuvent effectivement faire si elles attaquent la question de la réduction du CO2 urbain. Donc une première vague de plan climat, au début 13 villes, et puis ces expérimentations, puisque ICLEI va mettre au point une méthodologie, c'est exactement comme pour l'agenda 21 qui a été inventé par ICLEI, l'agenda 21 local, un guide, une méthodologie, et ICLEI va lancer les CCP, c'est-à-dire les campagnes des villes pour la protection du climat. Il y a une CCP internationale, une CCP européenne, des CCP nationales dans pas mal de pays. En France, il n'y a pas eu de CCP, mais en Finlande, enfin, dans pas mal de pays, il y a eu des campagnes des villes pour la protection du climat. Donc ça permettra de changer d'échelle. Les CCP démarrent en 1993. Donc on va voir comme ça quelques centaines de plans climat en Europe dans les années 90, surtout en Allemagne. En Allemagne, les plans climat ont précédé les agendas 21 locaux qui arrivent plus tard. En Suède aussi, en Europe du Nord essentiellement. Mais en Amérique du Nord, puisque la CCP est internationale. Au Japon, c'est pas limité à l'Europe. Après 97, après Kyoto, le protocole n'est pas ratifié et la campagne pique du nez, la campagne des villes pour la protection du climat. Et on peut dire elle va être ravivée, cette campagne des villes pour la protection du climat, simplement après la ratification du protocole de Kyoto en 2005. C'est à partir de 2005 que ça redémarre vraiment. Ça redémarre parce que la Russie ayant ratifié le protocole rentre en œuvre, et puis il y a eu suffisamment, on va dire, de catastrophes climatiques pour que les pays se réveillent, et notamment par exemple des nouveaux pays vont commencer
appuyer le développement des plans climat territoriaux. C'est le cas de la France, qui n'avait pas bougé avant, de l'Espagne, du Royaume-Uni. Donc une deuxième vague de pays. En France, la canicule de 2003 a été importante pour les prises de conscience sur le changement climatique. Quelques villes s'étaient lancées dans l'élaboration de plans climat, dont Grenoble, qui va le ratifier en 2005, l'adopter en 2005. C'est le premier plan climat français en 2005. À Grenoble, grâce à l'agence locale de l'énergie qui avait été ouverte en 1998, grâce à la pression des Verts dans le premier mandat auquel ils ont participé. Et en 2005, la France met en place l'outil plan climat, elle va appeler ça plan climat territoriaux. Et récemment, les lois Grenelle ont rendu obligatoire ces plans climat territoriaux dans les villes de plus de 50 000 habitants. Donc le mouvement part doucement. En Espagne, c'est aussi dans cette deuxième vague que ça démarre. Bon, il faut savoir qu'en Espagne, les températures s'élèvent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale et la pénurie d'eau est sévère. Elle inquiète beaucoup les États du Sud, l'Andalousie en particulier. Et d'autre part, les émissions de CO2 ont beaucoup augmenté. Elles ont augmenté de 52% entre 1990 et 2007, au lieu des 15% qui étaient autorisés dans les engagements de Kyoto. Donc un réseau des villes espagnoles pour le climat s'est mis en place, qui rassemble 140 villes. Peu sont actives. Bon, néanmoins, il y a quelques expériences en Catalogne, à Séville, relativement limitées. Pourquoi ? Parce que ces villes n'ont pas de moyens. Elles n'ont pas de moyens financiers, pas de moyens humains. C'est une situation qu'on retrouve assez fréquemment en Italie aussi. Et enfin, le Royaume-Uni, lui, va bouger effectivement aussi dans cette deuxième vague, s'inquiète par rapport à sa vulnérabilité face aux inondations, à la montée du niveau marin. Alors, il y avait eu une déclaration des maires en 2000 qui s'appelle la déclaration de Nottingham, une déclaration pour lutter contre le changement climatique. Elle avait été ratifiée par 150 maires, mais c'est une déclaration qui ne mentionnait aucun engagement de réduction des gaz à effet de serre. Et la déclaration de Nottingham est très centrée sur l'adaptation au changement climatique et les dégâts que vont encourir les îles britanniques. Donc là, l'adaptation au changement climatique est une préoccupation plus immédiate, plus forte pour un contexte tel que le Royaume-Uni. Ce n'est pas exhaustif, mais dans l'ensemble, il y a eu ces 2 temps forts sur les plans climat. Et dans le deuxième temps fort, c'est le volet adaptation au changement climatique, dégâts climatiques qui apparaît et qui n'était pas du tout présent dans les années 90, où on cherchait à réduire le CO2, mais pas du tout à s'adapter au changement climatique. La problématique n'était pas là. Bon, je vous rappelle, les inondations de Dresde, tout ça, c'est 2002, 2003, la Nouvelle-Orléans, etc. C'est les années 2001, les années les plus chaudes du siècle. Alors, des plans climat foison, des centaines, c'est bien beau, mais à quoi ça mène ? Enfin, quelles sont vraiment les marges de manœuvre d'un plan climat local ? Parce que je parle de plans climat locaux. Alors, ces marges de manœuvre diffèrent complètement selon les contextes. Et il y a des clés. Et la première chose qu'il faut expliquer, c'est que les plans climat ne considèrent que les émissions dues aux consommations directes d'énergie. Qu'est-ce que les consommations directes d'énergie ? Vous consommez directement de l'énergie. Vous avez un budget chauffage, électricité, carburant. Ça, c'est les consommations directes. Les consommations indirectes, c'est toute l'énergie grise qui est incorporée dans les biens de consommation, aussi dans le bâtiment. Or, ces consommations directes d'énergie, elles pèsent grosso modo 50% des émissions. Il y a la moitié de nos émissions qui est liée à nos modes de consommation, à l'énergie grise. Or, les plans climat ne s'intéressent qu'au budget énergétique direct. Ce qui veut dire que quand un plan climat à Grenoble ou ailleurs endosse un objectif facteur 4, réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, en réalité, son objectif, c'est facteur 2, puisqu'il n'agit que sur la moitié des émissions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre au départ.
et qui limite, bien entendu, la portée des plans climat. Ces plans climat vont avoir des impacts très différents selon que les villes peuvent agir ou pas sur le secteur de l'énergie. Un des premiers grands volets d'action, c'est la production, la distribution d'énergie. Beaucoup de villes ne peuvent pas agir sur le secteur de l'énergie. Il est avéré, ça a été montré par de nombreuses recherches, que c'est lorsqu'il y avait des compagnies municipales d'énergie que les plans climat avaient une certaine marge de manœuvre, puisqu'on pouvait réorienter la production énergétique, passer des énergies fossiles en partie à d'autres énergies. Alors, c'est le cas de l'Allemagne et la Suède, qui sont un petit peu leaders en termes de... Enfin, quelques villes ont mené des politiques fortes en matière de transition énergétique parce qu'elles ont ces entreprises municipales. Et il n'est pas incident que Grenoble, qui a eu le premier plan climat français, soit aussi une des rares villes qui ait des compagnies municipales d'énergie. Ce n'est pas un hasard. Il est très difficile par exemple, à la caserne de Bonn, puisque ça vous connaissez, il y a eu des microcentrales en cogénération qui sont en fait complètement importées du modèle du Kreuzberg à Hanovre. C'est la même innovation. Ces microcentrales, il n'était pas possible de les faire avec EDF. S'il n'y avait pas eu des compagnies municipales d'énergie, on ne faisait pas les microcentrales. Or, les microcentrales, c'est extrêmement efficace, puisque si vous faites des circuits courts, si vous mettez les consommateurs et les producteurs d'énergie à côté, vous gagnez un facteur 3. Une microcentrale, elle a un rendement de 90%. Vous le savez, ça peut-être, une centrale thermique ou nucléaire, elle a un rendement de 30%. 70% de l'énergie est perdue. Elle réchauffe l'atmosphère, réchauffe les rivières et se perd dans le transport de l'énergie. Donc c'est important de pouvoir tenir le secteur de l'énergie. En France, nous ne tenons pas, nos villes ne tiennent pas le secteur de l'énergie, sauf exception. Et même lorsqu'il y a des réseaux de chaleur, comme à Paris et Grenoble, il est tout de même très difficile de travailler en partenariat avec les entreprises municipales d'énergie. Ce n'est pas du tout gagné. Le réseau de chaleur de Paris fonctionne au charbon en partie. Et pourtant, Paris affiche un grand plan climat. Nous avons un réseau de chaleur qui fonctionne en partie au charbon, ce qui est absolument incompréhensible aujourd'hui. Deuxième clé qui va être importante pour l'efficacité des plans climat, c'est qu'il y a des contextes où on a des politiques locales seules et d'autres où les politiques nationales s'articulent, sont fortes en fait et aident les villes à agir dans le domaine climatique. Et cette articulation politique nationale, politique locale est fondamentale. C'est lorsqu'il y a cette articulation que des résultats forts peuvent être obtenus. Alors, qu'est-ce que peut faire une politique nationale? De l'écofiscalité, des financements massifs, enfin des financements pour aider les villes, par exemple à étendre un réseau de chaleur, et puis des réglementations aussi. Mais l'écofiscalité est un levier assez fort. On verra donc cela à travers l'exemple suédois. La transition énergétique est nécessairement multiscalaire. Elle ne peut pas s'effectuer à l'échelle locale, elle ne peut pas s'effectuer à l'échelle nationale. Elle a besoin d'une conjonction d'actions entre tous les niveaux de pouvoir. On parle de multiscalarité. Ça aussi, ça fait la différence entre les plans climat en Europe, entre ceux qui ont un appui national pour tout un tas de choses, sur les énergies renouvelables, etc. On va le voir très bien à travers l'exemple suédois, où ceux qui n'ont pas du tout, bénéficient pas du tout de ces appuis. Et puis enfin, évidemment, la mise à disposition de fonds propres, de fonds locaux est fondamentale. Un plan climat, ça a un coût. Donc beaucoup de plans climat sont des engagements de principe s'ils n'arrivent pas à mettre à disposition des financements importants, que ce soit pour la réhabilitation thermique ou pour le développement des énergies renouvelables ou pour tout un tas de mesures. Toujours dans ce panorama global,
les politiques climatiques ne passent pas que par les plans climat, elles ne passent pas que par les politiques énergétiques, elles passent bien sûr par les politiques d'urbanisme durable en particulier. Il y a une articulation forte entre les plans climat et les politiques d'urbanisme durable en Europe. C'est une articulation historique. C'est pas... Alors, d'abord, cette articulation passe par le fait que les économies d'énergie signifient très souvent des économies d'espace. Les deux problématiques sont couplées. Si on regarde les premiers quartiers durables européens, ils ont tous été articulés étroitement au plan climat. C'était en fait des démonstrations, des morceaux qui devaient démontrer qu'il était possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un nouveau quartier, à part, de manière insulaire un petit peu au départ, mais ils étaient articulés à ces plans climat. Parce qu'on voit souvent les écoquartiers comme venus de nulle part, une création ex nihilo. Pas du tout. Ils font partie d'une politique de développement durable beaucoup plus vaste dans tous les cas européens que j'ai pu étudier, et surtout sur les villes pionnières. Alors, les économies d'énergie dans ces quartiers durables, qui se couplent à des économies d'espace, elles se jouent à 4 échelles. L'échelle du bâtiment. Le bâtiment peut économiser de l'énergie, bon, tout ça, je pense que vous le savez par cœur, par son orientation, par sa compacité, par l'isolation, par des matériaux qui dépensent moins d'énergie grise. Alors, vous savez qu'il y a des architectes qui sont des grands défenseurs du bois, parce que le bois, c'est un puits de carbone. Effectivement, non simplement, il emprisonne du carbone, c'est un peu le cas de tous les biomatériaux, alors que les matériaux de construction classiques sont des matériaux fossiles extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre, puisque les cimentiers sont un des gros émetteurs de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et puis le bâtiment peut aussi s'équiper de dispositifs d'énergie renouvelable, petites éoliennes urbaines, équipements solaires. Dans un quartier durable, il y a aussi l'échelle de l'îlot. Et là, on va pouvoir économiser de l'énergie par la mitoyenneté, en rapprochant les bâtiments, ou par des installations qui se pensent à l'échelle de l'îlot, comme les microcentrales en cogénération, qui sont par exemple à l'œuvre dans le quartier de la caserne de Bonn, et puis d'autres équipements solaires, typiquement des centrales photovoltaïques un peu plus étendues que de simples panneaux. À l'échelle du quartier lui-même, l'économie d'énergie passe par la mixité des fonctions. Personne n'habite à l'endroit où il travaille, surtout avec des couples biactifs. On est aujourd'hui dans un phénomène de régionalisation des bassins de vie. En revanche, pour les services de proximité, on peut réduire fortement la mobilité contrainte. Quand je parle de mobilité contrainte, vous êtes familier avec cette notion ? Mobilité, dans la mobilité qui a été survalorisée par le néolibéralisme, mais avant par l'hygiénisme, ce qui est stagné était malsain, et puis ce qui était sain, ce qui était riche, c'était le mouvement, les flux, il fallait que ça bouge. Dans cette mobilité quotidienne, on a coutume de différencier une mobilité qui serait choisie. Vous avez envie de pique-niquer le week-end, vous partez. Et une mobilité contrainte, c'est la mobilité des navettes, celle qui ne relève pas d'un choix, mais d'une structuration de l'espace, d'une ville, d'un territoire. Les navettes, domicile-travail, tout un tas de navettes relèvent de la mobilité contrainte. Effectivement, quand on travaille en développement durable, on essaie de réduire la mobilité contrainte. Donc, ces quartiers prônent la mixité fonctionnelle pour offrir des services et des commerces de proximité, des emplois, mais les emplois, on sait qu'ils ne s'adressent pas en général aux gens qui habitent là. Les économies d'énergie sont aussi recherchées à travers le déploiement des modes doux, à travers une nouvelle façon de concevoir les réseaux techniques d'eau, d'énergie, de déchets. En Suède, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais dans les 2 écoquartiers suédois, le concept d'écocycle a été inventé en Suède et consiste à créer un seul système avec le réseau d'énergie, d'eau et de déchets. Donc ces 3 réseaux sont complètement bouclés.
Donc, par exemple, les eaux usées. Les eaux usées, on peut récupérer le biogaz et faire circuler des bus au biogaz avec, où on peut récupérer la chaleur des eaux usées avec un échangeur thermique, ce qui se fait dans le quartier de Stockholm. Et cette chaleur, elle sert au chauffage central du quartier. Elle n'est pas suffisante, bien sûr, mais c'est une base. C'est qu'un exemple de bouclage. On parle aussi des smart grids, donc de nouvelles façons de concevoir les cycles, non pas séparément, le cycle de l'eau d'un côté, de l'assainissement, tous les tuyaux énergétiques et puis la gestion des déchets, mais bien les interfaces et les complémentarités entre ces trois types de réseaux. Puis, on développe aussi la production énergétique locale à l'échelle du quartier. Et enfin, à l'échelle de l'agglomération, ces opérations de quartier durable participent évidemment d'une politique de resserrement urbain. Ils économisent un certain nombre de localisations périphériques. Ils sont inclus dans des exercices de planification plus larges et contribuent donc à économiser l'énergie par cette densité, cette localisation en milieu aggloméré. Et puis, bien sûr, ils sont desservis aussi tous par des réseaux de transport en site propre et des modes doux. Donc vous voyez que économie d'énergie, économie d'espace s'articulent à toutes les échelles. Enfin, c'est quelque chose qui c'est pas simplement à l'échelle du bâtiment. Une autre articulation forte entre les politiques climatiques et l'urbanisme, c'est bien sûr les enjeux qui consistent aujourd'hui à construire la ville bioclimatique. Pourquoi climatiser un bâtiment ou même construire un bâtiment bioclimatique lorsqu'on peut bioclimatiser la ville? Alors, les perspectives de réchauffement, de canicule en été, font de plus en plus réfléchir à des problématiques qu'on connaît depuis longtemps. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais les cours d'Escourou qui nous faisaient des cours sur le microclimat urbain en nous expliquant ses spécificités, en nous expliquant qu'elle avait mesuré jusqu'à 14 degrés d'écart en température entre Paris et son banlieue le même jour, ce qui crée des brises de banlieue et des brises de villes denses, comme entre l'océan et la Terre. Et les enjeux microclimatiques dans une perspective de réchauffement climatique sont effectivement de plus en plus importants. Alors, la ville bioclimatique, c'est un concept que vous devez connaître aussi. On peut rafraîchir la ville. Ça s'est fait immémorialement, de tout temps, avec la végétation, avec l'eau. Donc, des enjeux spécifiques pour que ce microclimat soit vivable, agréable et n'oblige pas à climatiser les bâtiments, par exemple, l'été. Troisième articulation forte, elle est sur les événements climatiques extrêmes, le climat global. Là, c'est un enjeu de résilience urbaine, d'adaptation des villes aux événements extrêmes, qui est également assez important. C'est une problématique qui monte aujourd'hui de manière importante. Il y a un japonais dont j'ai oublié le nom qui a fait Ido, oui, quelqu'un me dit non? Ido Teshi, qui a fait une superbe vision sur l'adaptation de la ville de Tokyo. Il a réfléchi sur Tokyo, mais bon. J'aurais dû retrouver son nom, là je ne l'ai plus en tête. Donc vous voyez des enjeux différents d'adaptation de la ville au choc climatique. Les chocs vont être de plus en plus nombreux. Il faut l'anticiper. Alors ça dépend où on se situe, bien sûr, géographiquement. Ça peut être simplement la pénurie d'eau dans le milieu méditerranéen. Ça peut être des inondations, ça peut être beaucoup de choses. Des enjeux internes de microclimatique, de confort climatique urbain, et non pas de confort climatique du bâtiment. Et puis donc des enjeux d'économie d'énergie via l'économie d'espace. Alors pour finir sur ce panorama des politiques climatiques,
je voulais vous donner un exemple au sud pour vous dire que même en l'absence de moyens pour les plans climat, les villes parfois arrivent à avoir des stratégies climatiques intéressantes. Et c'est le cas de la province de Bologne qui a mis en place, qui a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et qui a mis en place un micro-Kyoto. Alors Bologne, c'est toute une histoire depuis les années 60. C'est une ville incroyablement novatrice en urbanisme, en architecture, mais c'est aussi le pôle universitaire de l'Italie. Hein. Toutes les grandes universités sont à Bologne, le milieu intellectuel est à Bologne. C'est une ville tournée vers l'Europe, une ville riche, on est au cœur de l'Émilie-Romagne, donc une ville très innovante dans ses politiques urbaines de tout temps. Cette ville a été choisie, il y a un certain nombre de verts en fait dans l'équipe municipale dans les années 90 qui font que la ville va être choisie pour élaborer un des premiers plans de réduction du CO2 urbain. Elle fait partie des 13 villes pilotes qui vont expérimenter ce plan. En 1995, il sera adopté et ratifié par le maire. Évidemment, ce plan ne sera pas appliqué. Alors, le protagoniste de ce plan explique que l'adjoint à l'environnement ne pense pas que nous allons lutter pour le réaliser. C'était un interview en 1995. Nous ne le réaliserons pas, mais nous allons lutter. Donc, aucune illusion sur le fait que cette politique puisse passer. Elle est trop nouvelle, elle est trop révolutionnaire, mais en tout cas, Bologne va battre le fer. Enfin, le service de l'environnement. Et puis, la ville tombe à droite. C'est une ville qui est un bastion du communisme et de la gauche italienne. Elle va passer à droite au début des années 2000 et en l'occurrence, la personne qui a porté ce plan climat fuit, évidemment, et rejoint la province de Bologne et impulse l'agenda 20 ans de la province de Bologne, puis le micro-Kyoto de la province de Bologne. Alors ce micro-Kyoto, c'est un petit protocole local. Toutes les municipalités qui s'engagent dans le micro-Kyoto de la province de Bologne s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 au niveau des engagements italiens. C'est le même niveau d'engagement. Bon, à peu près la moitié des communes ont signé ce micro-Kyoto et chaque année, les communes présentent un plan d'action et ses résultats. L'originalité de cette approche du Sud, c'est de ne pas en fait miser sur les dispositifs techniques. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'argent pour les dispositifs techniques, mais là, la cible, ça va être la réduction des consommations énergétiques via les comportements. Alors, via les comportements, ça veut dire quoi ? Premièrement, la province de Bologne va sensibiliser à la consommation critique. Donc sur son site, on sensibilise à une consommation, à la sobriété, à la déconsommation en réalité. Et puis la province va s'investir dans 3 projets européens qui sont innovants parce qu'ils vont en fait consister à économiser un petit peu pour dégager des fonds pour pouvoir investir dans le domaine climatique et le domaine de l'isolation thermique en particulier. Par exemple, pour la réhabilitation thermique des écoles, il n'y a pas d'argent. On va constituer un actionnariat populaire avec les parents d'élèves qui vont acheter des parts, des actions et qui seront remboursées au fur et à mesure des économies réalisées, des économies d'énergie réalisées par l'école une fois que les travaux seront faits. Donc c'est une innovation financière en fait. Et les autres projets sont dans la même veine. Donc des projets où on va appuyer les comportements économes au sein des administrations municipales, où ça pourrait être ici. Et puis avec ces petits gains, on peut très facilement faire 10-20%. Il suffit de faire un petit peu attention, d'éteindre les ordinateurs le soir avant de partir, de quitter le bureau. Des petits gestes. Avec ces 10-20%, on constitue un fonds. Et avec ce fonds, on investit dans quelque chose d'un peu plus substantiel, comme des panneaux photovoltaïques, etc. Un fonds d'investissement interne pour l'administration de la province a été ainsi constitué. Donc c'est une astuce en l'absence de moyens pour essayer justement de créer des moyens. Hanovre avait aussi travaillé dans ce sens-là
avec notamment toutes les écoles de la ville et les écoles qui étaient partantes pour ce programme d'économie d'énergie faisaient des économies, mais surtout le budget, l'enveloppe financière revenait à l'école. Et donc les profs avaient de l'argent pour faire des classes vertes ou pour faire ce qu'ils voulaient, n'importe quel projet pédagogique, grâce à ce petit système. Et puis une partie de l'argent était aussi réinvestie dans l'isolation thermique de l'école. Donc voilà pour un panorama un petit peu... J'ai commencé à quelle heure en fait? À 18h? Non, 18h15. Il faut que je me dépêche. 19h. Parce que ça, c'était que la première partie, donc là, je vais aller un peu plus vite. C'est un petit panorama des politiques climatiques au nord, au sud. Bon. Il faudrait évidemment 20 heures sur la transition énergétique. Donc j'ai 1h30, donc je fais ce que je peux. J'ai un cours de 20 heures à l'Université du Mans. Deuxième partie, on va zoomer sur des transitions énergétiques à l'échelle locale. Alors, première stratégie qu'on peut observer, c'est en Suède. C'est la sortie des énergies fossiles à travers la biomasse. C'est l'orientation suédoise, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et je vous parlerai de Växjö et Stockholm. Alors, il faut rappeler mentionner que l'électricité en Suède, elle est quasiment décarbonée. C'est-à-dire elle est basée sur l'hydroélectrique et le nucléaire à 40%. Donc, pour l'électricité, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, les villes vont agir sur 2 autres postes, le chauffage et les transports. Il y a 3 postes. Vous vous rappelez, au début, on a parlé de l'électricité, le chauffage, les transports. Donc là, déjà, l'électricité, c'est facile. Pas de problème de CO2, sauf un peu à Stockholm, mais c'est mineur. Donc l'action politique va se concentrer sur le chauffage et sur les transports. Alors, le chauffage, les villes suédoises sont équipées de réseaux de chaleur depuis longtemps, parce qu'il fallait notamment écouler les déchets de bois liés aux scieries, et donc les villes sont bien équipées à réseaux de chaleur. La politique est simple, elle consiste à passer du fioul au bois pour le réseau de chaleur, ou à la biomasse. Pas forcément au bois, mais à la biomasse, en étendant les réseaux de chaleur. L'objectif, c'est de desservir 100% des bâtiments d'activité et des logements. Pour l'instant, on est à 76% dans les 2 villes de Växjö et Stockholm. Autre problème majeur pour les émissions de CO2, vous le savez, c'est le nœud gordien, c'est les transports. Là, le choix suédois, c'est de développer à la fois les véhicules au biocarburant et l'électricité verte pour les transports en commun. Électricité labellisée verte, c'est-à-dire pas l'électricité nucléaire. On va voir en détail pourquoi ces choix. La Suède est le pays qui a le plus, la seule pays sans doute, qui a développé ce qu'on pourrait appeler une gouvernance multiscalaire du climat, c'est-à-dire qu'elle a des orientations nationales et elle appuie des orientations locales. Sa politique nationale, il faut en refaire un petit peu rapidement l'historique, elle s'explique parce que à la fin des années 60, il y a eu des fortes mobilisations environnementales contre les grands barrages. Il n'était pas possible de développer plus avant l'énergie hydroélectrique. Et d'autre part, ce pays avait des gros problèmes avec les centrales au charbon d'acidification atmosphérique et d'acidification des lacs. Donc à la fin des années 60, la Suède choisit le développement d'un programme nucléaire, c'est le 2e programme nucléaire après la France, la Suède, et de manière couplée l'efficacité énergétique. En 1979, nous avons l'accident de 3 Mile Island, qui remet complètement en jeu le choix du nucléaire. Un référendum est adopté dans le pays, il est anti-nucléaire. La Suède décide de sortir du nucléaire. Pour cela, elle va adopter la réglementation thermique la plus contraignante des pays de l'OCDE, parce que l'hydroélectricité, c'est plus possible. Donc il n'y a pas tellement de possibilités, sauf à réduire les consommations d'énergie. On va avoir dans les années 80 une réglementation thermique très à l'avance.
Et le pays a réduit de 40% ses émissions de CO2 par ses choix d'efficacité énergétique et par ses choix nucléaires. 40% de CO2 en moins entre 1970 et 1990. Et la Suède a le même objectif d'ici 2020, entre 1990 et 2020. Donc ça, c'est pour la politique nationale. Mais la Suède a la particularité de miser beaucoup sur ses collectivités locales pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce choix vient en fait de l'arrivée des sociaux-démocrates au pouvoir en 1998 qui vont mettre à place un programme massif qui s'appelait Pour une Suède durable, mais peu importe, beaucoup de financement pour le développement durable, les énergies renouvelables et les mesures climatiques. Beaucoup de financement au niveau local, en fait, beaucoup d'aide. Un ensemble d'outils nationaux vont aussi permettre aux villes d'agir, notamment l'adoption d'une taxe carbone en 1991, 100 € la tonne. Alors, c'est des enjeux écologiques, mais c'est aussi qu'on ne veut pas trop du pétrole, parce que le pétrole, il est norvégien. Donc, il y a des enjeux d'indépendance énergétique. En Suède, jusqu'en 2005, les villes pouvaient imposer des quotas d'émissions maximum à les entreprises. Et après, avec l'entrée en vigueur du marché européen des quotas carbone, ça n'a plus été possible. C'est un pays qui a imposé l'incorporation obligatoire de biocarburants dans les fioul automobiles. On y reviendra sur la question des biocarburants tout à fait à la fin. Vous avez des objections, mais on en discutera. C'est un pays qui finance aussi la reconversion des réseaux de chaleur municipaux à la biomasse. 20% des émissions nationales de CO2, moins 20% des émissions nationales de CO2 sont dues à l'extension et la reconversion des réseaux de chaleur municipaux. C'est énorme. C'est-à-dire qu'une grande partie des objectifs nationaux sont obtenus via l'action urbaine, via les politiques locales. Alors malgré tout, l'idée de sortie des énergies fossiles, elle ne vient pas de l'État, elle vient du bas. Elle vient du bas, c'est une idée qui venait d'une petite ville suédoise, Övertorneå. Et c'est Växjö, la petite ville de Växjö, qui va pour la première fois adopter un plan de sortie des énergies fossiles en 1996. Alors, tout un tas de conditions favorables expliquent cette innovation, qui est une innovation radicale. En 1996, lorsqu'un conseil municipal dit « ma ville sort des énergies fossiles », c'est tout à fait incongru. Alors d'abord, c'est une petite ville, 79 000 habitants, ce n'est pas une métropole. Et elle est insérée dans une région extrêmement forestière, il y a du bois partout. C'est une petite ville entourée par du bois. Il se trouve qu'elle a une compagnie municipale d'énergie, VEAB, qui a fait le choix de la biomasse dès le début des années 80, et ça a été la première compagnie municipale d'énergie à faire ce choix, parce que le bois, c'est moins cher que le pétrole. Donc c'est un choix économique. Et donc la municipalité en Suède, d'autant plus avec la taxe carbone, puisqu'à partir de 1991, les énergies fossiles commencent à coûter très très cher aux compagnies municipales d'énergie. Donc elles vont être enclines assez vite à sortir des énergies fossiles en raison de ce coût du pétrole. D'autre part, il y a une configuration politique extrêmement spécifique à Växjö, parce qu'en fait, les Verts sont alliés aux sociaux-démocrates, ils sont très influents, mais le principal personnage de l'opposition, qui est un conservateur, est un environnementaliste tout à fait connu en Suède. C'est le seul, c'est en tout cas l'environnementaliste de droite le plus connu en Suède, il est à Växjö. Donc il y a un consensus politique de la droite à la gauche. Il est devenu maire depuis 2006, ce gars-là. Un consensus politique sur la question environnementale et climatique. Et puis en plus, la Société suédoise de conservation de la nature est très influente à Växjö. Donc c'est un peu comme France Nature Environnement, la Société suédoise de conservation de la nature. C'est elle qui propose, dans le cadre de l'agenda 21, de sortir des énergies fossiles. C'est son idée. Le principal activiste de l'association est recruté pour piloter l'agenda 21 de la ville et pour piloter le projet Fossil Fuel Free City, qui va être le projet majeur de cette municipalité à partir de 1996. Donc c'est un activiste environnementaliste qui va piloter cette politique.
Ça va? Ça va pas trop vite? On va rentrer un peu dans le détail, hein. On est obligé parce qu'on est obligé de passer par un zoom assez précis. Si vous voulez comprendre ce qu'est une transition énergétique à l'échelle locale, il faut plonger un peu dedans. La politique de sortie des énergies fossiles va se jouer en 2 temps avec CIE. Le premier temps, c'est la conversion du réseau de chaleur à la biomasse. Et puis l'extension de ce réseau de chaleur. Certains particuliers vont avoir des subventions pour se raccorder. La compagnie municipale de logement, qui détient tout le parc locatif, c'est du parc public, elle aussi va se raccorder. Et des émissions dues au chauffage vont décroître de manière impressionnante entre 1993, c'est le moment où on a le premier bilan carbone avec CIE, et 2003. Donc en 10 ans, les émissions dues au chauffage déclinent. Finalement, ceux qui émettent, c'est ceux qui ne sont pas raccordés au réseau de chaleur, sinon les autres. Et le bois est collecté, ce sont des déchets bois collectés à 100 km maximum autour de Växjö, c'est du bois local. En revanche, les émissions de CO2 liées au transport ont augmenté, comme partout en Europe. Et on se rend compte en 2003 que chaque habitant à Växjö émet 3,7 tonnes de CO2 par an. Et bien sur ces 3,7 tonnes, 2,7 tonnes sont dues au transport. L'électricité à Växjö est décarbonée, le chauffage est décarboné maintenant, sauf pour ceux qui ne sont pas reliés au réseau. Le seul problème, c'est les transports. Phase 2, réorientation de la politique municipale vers les transports, la mobilité durable. Nouvel objectif, baisser le CO2 de 40% de 2005 à 2025 dans le domaine des transports. Comment on fait quand on est une petite ville pour réduire le CO2 de 40% et quand en plus on a Volvo sur le territoire? Volvo avec 700 emplois. Eh bien, on le verra par la suite, mais lorsque vous avez une entreprise automobile sur le territoire, c'est le meilleur moyen d'être bloqué dans la politique de transport. On le verra et je peux le prouver à travers de multiples exemples. Volvo n'est pas le seul problème. La morphologie de Växjö est trouée par des lacs. C'est une ville qui est disposée autour de lacs, donc il y a des très grandes distances à parcourir. Alors l'hiver, ça va parce que le vélo passe droit sur la glace, mais l'été, ça ne va pas du tout en vélo. C'est impossible, trop long. Donc des distances longues, une ville qui n'est pas très compacte. Et puis un système de bus qui est déjà subventionné au maximum d'après cette ville, puisque c'est une petite ville, elle ne peut pas avoir un tramway, un métro, et le bus fait 8% de part modale. C'est un bus très développé, mais il n'est pas vraiment... il n'est pas concevable pour les pouvoirs locaux de le subventionner davantage. Donc la stratégie de mobilité, finalement, va tout miser sur le transport automobile. Alors, premier axe de travail, 3 axes de travail. D'abord, tout de même, essayer d'handicaper le trafic automobile en ville en réduisant la vitesse de l'automobile en ville et en augmentant la vitesse des transports en commun et la vitesse du vélo. Ça veut dire quoi? On fait des zones 30, des ronds-points, on met des gendarmes couchés, on interdit certaines... Et puis le vélo est complètement prioritaire, d'ailleurs il a une part de 18% en termes de part modale. Le vélo est systématiquement priorisé. Mais les autres actions vont devoir être conçues avec le constructeur automobile Volvo. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un constructeur automobile? On ne peut pas faire grand-chose. On continue la transition à la biomasse et on dit on va faire des véhicules au biocarburant. Surtout que c'est une orientation qui est également bien partagée au niveau national. Parce qu'avec CIE, 61% des transports, des déplacements se font en voiture. C'est une petite ville étirée. Donc la part modale de la voiture est importante. Alors l'autre volet de cette politique sur les biocarburants, c'est d'appuyer la recherche sur les biocarburants de 2e génération, puisque Växjö, dans les années 90, est persuadée qu'elle va mettre au point le DMI, le diméthyléther. Et ça ne va pas marcher. C'est la gazéification du bois. Si on parvient à gazéifier du bois, des déchets bois, on fait du carburant de 2e génération. Il y a un centre sur la bioénergie à l'université de Växjö. Il y a un paquet d'énergie, on va dire, qui est mis sur cette recherche sur les biocarburants de 2e génération. Mais elle n'a pas débouché, contrairement à ce que la ville pensait.
Bon, d'autre part, il y a un programme d'éco-conduite qui est mené pour former les gens à la conduite douce, qui économise 10 à 15% des émissions de CO2. Les résultats de la politique de Växjö en 2007 et les retours d'expérience par rapport à ce cas d'étude. C'est une ville, donc conversion à la biomasse sur le chauffage et sur les transports, qui a réduit ses émissions d'un tiers entre 2007 et 1990. C'est beaucoup, hein. C'est un record en Europe. Il y a pas de, je ne connais pas d'autres villes, ou alors il faut aller sur des très petites villes autrichiennes, mais sinon sur des villes un petit peu importantes, je ne connais pas d'autres villes qui réalisaient ce résultat-là. Les émissions de CO2 dues au chauffage ont été divisées par 4, mais aujourd'hui, 86% des émissions sont dues au transport. Donc l'impasse est toujours la même, on la connaît. Donc la ville continue à appuyer les véhicules au biocarburant. Le stationnement est gratuit, par exemple, pour ces véhicules, alors qu'il est extrêmement cher pour les autres véhicules. Le tournant est pris dans le parc neuf. La majorité des véhicules neufs sont maintenant des véhicules au biocarburant, comme en Suède, comme à Stockholm. Et le passage au DMI n'est toujours pas effectif, c'est-à-dire que ça fonctionne toujours avec des vieux biocarburants. Voilà. Alors, ça, c'est une stratégie de sortie des énergies fossiles via la biomasse. C'est la même à Stockholm. Je crois que je n'aurai pas le temps de trop développer. Mais Stockholm a adopté la même politique. Mais on n'est pas du tout à la même échelle. 1,8 million d'habitants dans le comté de Stockholm, c'est-à-dire le bassin de vie. La ville avait déjà beaucoup agi. Elle avait eu un premier plan climat. Elle avait réduit ses émissions de 26%. Ce qui était tout à fait spectaculaire également. Et donc, confiante par rapport à cette politique, elle programme également une sortie des énergies fossiles à 2050. Et elle va s'appuyer sur deux partenaires clés, la compagnie d'énergie et la compagnie de transport en commun. Là, vous voyez le Stockholm, c'est une urbanisation en doigt de gant, globalement, ce qui est rouge. Puis le comté, c'est un peu la région urbaine de Stockholm, le bassin de vie, qui s'étire sur 180 km. La compagnie de transport, vous voyez, elle est sur tout le comté. Ça donne des moyens d'agir supérieurs que dans le cadre de nos plans de déplacement urbain, évidemment. Alors, 3 étapes, rapidement, parce qu'on pourrait y prendre beaucoup de temps. Le chauffage, vous avez compris le principe, il suffit de passer tout à la biomasse. Alors en fait, il y avait une compagnie municipale d'énergie qui avait commencé déjà à sortir des énergies fossiles à cause de la taxe carbone. Pour des raisons économiques, il était plus rentable de commencer à développer la biomasse. Cette entreprise a été privatisée avec l'arrivée de la droite au pouvoir dans la municipalité de Stockholm en 1998. Elle a été rachetée par un groupe finlandais, Fortum. Fortum garde l'objectif de sortie des énergies fossiles d'ici 2030. Son objectif dans cette compagnie, c'est de ne plus avoir recours en 2030 aux énergies fossiles. Et en fait, ils font ça, c'est toujours des raisons économiques, ce n'est pas des raisons écologiques. L'extension du réseau de chaleur est extrêmement rentable. Par exemple, avec l'appui, puisque c'est une politique de Stockholm, de raccorder de plus en plus de logements au réseau de chaleur, ils sont passés de 72% de logements raccordés à 76%, et ça suffit à rembourser le prix de rachat de l'entreprise Birka à la municipalité de Stockholm. Donc c'est rentable. Mais évidemment, vous comprenez que Stockholm n'est pas une petite ville perdue dans une région forestière et qu'on ne peut pas alimenter 1,8 million d'habitants avec des déchets bois pris à 50 km à la ronde. Ça ne tient pas. Donc en fait, l'alimentation à la biomasse, ce n'est pas simplement le bois. Il y a une vingtaine de biocombustibles qui sont mobilisés, un tiers de bois, un tiers d'agrocarburants et un tiers de déchets non conventionnels. Les déchets non conventionnels, c'est les huiles, toutes les huiles résiduelles de l'agro-industrie, les graisses animales, les cosmétiques, les huiles cosmétiques, tout un tas de choses, toutes les graisses en fait, industrielles, qui ne sont pas valorisées de cette manière-là. Et aujourd'hui, le réseau de chaleur de Stockholm fonctionne à peu près avec 75% d'énergie renouvelable. Il y a encore une centrale au charbon. Donc la politique, c'est j'étends le réseau de chaleur, je fais du profil, je convertis la dernière centrale au charbon. Et si je la convertis, je sors des énergies fossiles.
Donc 75% renouvelable, 13% de charbon et le reste, c'est la fraction incinérable des déchets ménagers. Vous remarquez ici que les déchets ménagers ne sont pas considérés comme de l'énergie renouvelable, alors qu'en France, on met les déchets dans l'énergie renouvelable en général. On les inclut dans... Deuxième politique, les transports. Donc chauffage, transport. C'est la compagnie de transport en commun qui va porter cette politique et qui va adopter elle aussi un objectif de sortie des énergies fossiles d'ici 2025. Pourquoi ? Parce que d'abord, le comté avait un programme environnemental et suite à ce programme environnemental, il prend la décision de commencer à convertir ses bus au biocarburant et en plus, éco-fiscalité, les biocarburants sont détaxés par le gouvernement et donc beaucoup plus économiques. Donc l'incitation économique est importante dans ce choix. Alors tous les trains, les métros et les tramways du comté fonctionnent à l'électricité verte labellisée par la Société suédoise de conservation de la nature, donc des énergies renouvelables, pas de nucléaire. Pour les bus, donc l'idée c'est de les passer au biogaz et au biodiesel et de passer la totalité du parc. Et lorsque ça sera fait, la compagnie sera sortie, c'est-à-dire les transports en commun de Stockholm ne fonctionneront plus qu'aux énergies renouvelables. Il y a quand même des obstacles, ça coûte cher et surtout, le biogaz est une offre limitée. Il n'y a pas assez de biogaz en fait. Donc ça impose le recours au biodiesel qui est quand même moins bon. 70% de gaz à effet de serre évité avec les biocarburants traditionnels. Au total, aujourd'hui, 75% des kilomètres sont effectués en transport en commun des kilomètres effectués en transport en commun sont alimentés par des énergies renouvelables à l'échelle du comté. Donc ça, c'est pour les transports en commun. Mais la part modale de la voiture reste importante. Si vous regardez les parts modales, vous avez la part de la voiture en nombre de déplacements par jour, c'est 46%. Et si vous regardez en kilomètres parcourus dans le comté, la voiture, c'est 64% des kilomètres parcourus par jour. Donc la voiture reste un problème important. Stockholm est une ville étalée. Donc Stockholm a la même politique, appui aux véhicules au biocarburant. Le péage urbain est gratuit pour les véhicules au biocarburant, etc., etc. Tout un tas d'aides. Et le marché a shifté là aussi sur le véhicule au biocarburant. Avec cette politique sur les transports, la ville de Stockholm a réduit les émissions du secteur des transports de 23% entre 1990 et 2005. Ça aussi, c'est tout à fait peu commun. Les émissions de CO2, de gaz à effet de serre des transports explosent partout. Stockholm est une rare ville à avoir réduit ses émissions liées au transport. C'est un résultat relativement important. En revanche, l'électricité n'est pas décarbonée à Stockholm, donc une partie des émissions reste liée à l'électricité. Et donc l'étape 3 du plan climat, du nouveau plan climat de Stockholm, c'est d'agir en fait essentiellement sur les économies d'énergie dans le bâtiment. Donc première étape, c'est le chauffage, deuxième étape, les transports en commun, enfin c'est parallèle. Et la troisième étape, ça c'est nouveau, à partir de 2010, c'est une municipalité de droite actuellement, elle ne veut pas entendre parler de mesures sur le transport. Le transport est extrêmement conflictuel, on ne veut pas aller plus avant dans la réduction ou dans la réduction du transport individuel. Donc l'accent est mis sur le bâtiment avec un gros programme de réhabilitation thermique des logements publics, puisqu'en fait un tiers du parc bâti de la ville appartient à 3 compagnies municipales de logement et sur les 4 prochaines années, la moitié de ce parc public va être rénové. 13 millions de mètres carrés rénovés de 2010 à 2014. C'est un effort colossal en termes financiers. 150 millions d'euros par an sont mis dans cette réhabilitation massive du parc ancien. En revanche, l'objectif visé est faible. On vise un objectif de réduction de 10 à 15% des consommations énergétiques par la réhab. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Enfin bon, regardez pas le slide. Pourquoi on agit massivement pour gagner 10-15% de consommation énergétique?
Bon, d'abord, vous savez que c'est dans la première tranche de travaux que le retour sur investissement est le plus rapide. Évidemment, la première tranche de travaux, c'est celle qui coûte le moins cher et on a des économies facilement réalisables. Mais la vraie raison, enfin l'autre raison, c'est qu'il y a un réseau de chaleur et que Fortum, lui, veut vendre de la chaleur. Donc en fait, l'objectif, là, c'est d'atteindre 180 kWh par mètre carré par an, mais ce n'est pas de faire de la réhabilitation en passif, comme fait l'Allemagne, parce qu'il y a le réseau de chaleur. Et la logique économique du réseau de chaleur, c'est de vendre du chauffage. Donc c'est un choix qui est tout de même très intéressant, parce qu'en fait, il est absolument massif à l'échelle de l'agglomération. Il est efficace en termes d'économie, il s'agit de centaines de milliers de tonnes de CO2, c'est efficace en termes de CO2, mais on peut se demander à quoi ça sert de réhabiliter un parc à 10-15% d'efficacité énergétique. Et puis, dernier volet de la politique de Stockholm, du resserrement urbain. Bien sûr, en termes de planification, la ville essaye d'étendre son centre dense. Donc, il y a 5 projets de renouvellement urbain sur des friches en première couronne pour, en fait, offrir, c'est une ville étalée, pour offrir de l'habitat en centre-ville et récupérer ces friches industrielles. Alors, ces 2 quartiers-là, ils sont connus, c'est Ammerby, Sjöstadt et Royal Seaport, des quartiers durables et bas carbone, des éco-quartiers, on va dire, mais très fortement ségrégatifs. Il n'y a pas d'habitat social en Suède, et surtout dans la politique menée par le gouvernement actuel, au niveau national et au niveau local. Bon, néanmoins, vous voyez les projets, là, ça entoure le centre de Stockholm. La ville investit beaucoup dans la réhabilitation des logements sociaux, enfin, du parc public, parallèlement à cette action-là. Bon, il faut que j'aille m'accélérer un petit peu. Hanovre. La deuxième stratégie, on va en voir que 2, je vous rassure. Une stratégie complètement différente de sortie des énergies fossiles, enfin de réduction des émissions de CO2 à l'échelle locale. Alors, pour comprendre, cette stratégie, c'est l'efficacité et la décentralisation énergétique. Très différent. Pour comprendre Hanovre, il faut comprendre un petit peu la politique allemande. Mais vous le savez, la politique allemande a une forte tradition antinucléaire. Cette tradition est héritée du pacifisme et les villes ont été marquées par des mobilisations antinucléaires fortes dans les années 70. Et puis, au lendemain de Tchernobyl, un certain nombre de villes allemandes décident d'abandonner complètement le nucléaire, c'est-à-dire d'interdire à leurs entreprises municipales d'énergie d'acheter de l'énergie nucléaire. C'est le cas d'Hanovre, c'est le cas de Fribourg. Donc Hanovre et Fribourg, je vous parlerai que d'Hanovre, conduisent de 2 transitions énergétiques, sortie des énergies fossiles, graduelle, et sortie du nucléaire. Elles combinent 2 transitions. Et ces 2 transitions ne marchent pas ensemble. Elles ne vont pas dans le même sens. Donc c'est autrement plus complexe. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de politique climatique fédérale avant les années 2000, parce que l'Allemagne est complètement absorbée par la réunification et le coût de la réunification. Donc la sensibilité à l'égard des enjeux climatiques est très forte, mais il n'y a pas de politique comme en Suède qui va aider les villes. Donc les villes se débrouillent toutes seules. Il faut attendre 2000 pour qu'on ait une loi très incitative sur les énergies renouvelables qui va avoir un rôle déterminant. Et puis la politique climat fédérale date de 2008, puisqu'en 2008, l'Allemagne s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de CO2 d'ici 2020, ce qui est extrêmement difficile et ambitieux. Et elle le fait dans une optique de réhabilitation thermique des logements pour créer de l'emploi dans le bâtiment, dans la réhab. Il faut dire aussi que l'Allemagne, c'est le pays le plus pollueur de l'UE en termes de CO2, puisque son énergie est largement alimentée par du charbon et des énergies fossiles. Alors, la stratégie d'Hanovre, très différente des villes suédoises. D'abord, Hanovre est une ville qui a eu un des premiers plans climat, comme Bologne, avec Kikley. Elle faisait partie des 13 villes pilotes en 1991. Et elle a donné des financements propres à son plan climat. Et ces financements ont permis de subventionner les particuliers, les entreprises, les administrations pour réaliser des économies d'énergie. Donc, un plan climat précoce qui fait partie de la première vague.
En 86, décision de sortir du nucléaire. Cette décision est effective en 99. Il n'y a plus d'achat d'énergie nucléaire à Hanovre. Et Hanovre, ses émissions de CO2, en fait, viennent à 50%, 48%. La moitié, elles viennent de l'électricité, parce que l'électricité fonctionne encore avec du charbon. 21% du CO2 vient du chauffage et 17% des transports. Vous voyez, 17% des transports. Avec ceux, c'est 86%. Donc vous voyez que la situation est radicalement différente. Donc la politique municipale sera radicalement différente. Il faut toujours partir de ces données amont qui sont liées à des situations nationales et pas des situations locales. Alors, les deux grands axes, c'est économiser l'énergie vraiment au maximum. Donc, c'est des subventions pour l'isolation thermique à tous les niveaux. C'est aussi l'adoption d'une sorte de réglementation thermique locale, un standard basse énergie pour les bâtiments neufs. Il a été testé dans le quartier durable du Kreuzberg, 55 kWh par mètre carré. Et il a été étendu à la construction neuve sur des terrains municipaux à Hanovre. Et en 2007, la ville a décidé d'adopter le standard de l'habitat passif pour toutes les constructions neuves à Hanovre sur terrains municipaux, lorsqu'elle a la maîtrise foncière. C'est une ville qui a une forte politique foncière. Donc, généralisation de l'habitat passif en cours, et puis une forte politique de planification, puisque Hanovre a une région urbaine élue au suffrage universel direct, et sa planification combine un principe de polycentrisme, donc des centres secondaires desservis par un réseau de transport en commun extrêmement performant, et un principe de ville à courte distance. C'est un des rares exemples de planification. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étalement urbain, mais c'est relativement c'est efficace par rapport à beaucoup de villes européennes. Donc, économiser l'énergie. Et deuxième axe d'action, décentraliser l'énergie. La compagnie municipale d'énergie d'Hanovre a développé, bon gré mal gré, parce qu'en fait ça ne s'est pas passé facilement, 149 microcentrales en cogénération qui produisent 29% de l'électricité et beaucoup d'énergie renouvelable. 250 éoliennes, des petites centrales hydroélectriques, du photovoltaïque. Donc là, l'idée, c'est que cette transition, elle peut se faire sur les énergies renouvelables, sur la décentralisation, parce que cette micro-cogénération, elle peut fonctionner avec du gaz ou du fioul ou du bois, mais peu importe en fait. Même si elle fonctionne avec des énergies fossiles, on a un facteur 3. C'est 3 fois plus efficace d'avoir une petite centrale que d'avoir une grosse centrale. Donc de toute façon, vous réduisez énormément les émissions de CO2 par la simple décentralisation énergétique. Et enfin, une politique de transport très conflictuelle, puisque en fait, Hanovre, c'est la ville de Volkswagen, donc il est devenu impossible de travailler sur la question du transport automobile. Donc dans le nouveau plan climat d'Hanovre, ce nouveau plan climat ne prend en compte que le bâtiment, l'énergie, l'industrie, et a exclu le secteur des transports de ses objectifs, tant il est difficile de travailler. Il y a des lobbies très forts, le club automobile d'Hanovre, etc. Donc la ville a un très bon système de transport en commun, mais on ne peut pas toucher à la présence de l'automobile en ville. Alors, cette politique d'Hanovre a conduit à une réduction des émissions de CO2 de 9%, donc entre 2007 et 1990, et les habitants d'Hanovre émettent 9,7 tonnes de CO2 par habitant, contre 3 avec Cieux, mais parce qu'en Allemagne, on part de centrales au charbon, donc on part de très très haut. Donc l'effort est important, c'est un effort colossal, mais vous voyez les résultats sont finalement pas très importants, même si c'est parmi les meilleurs résultats sur les 3-4 villes européennes aujourd'hui les plus avancées. Alors, un petit comparatif. Il y a des voies divergentes de sortie des énergies fossiles. Même si toutes les villes agissent sur les transports, l'habitat, le secteur de l'énergie, etc., il y a des choix vraiment différents. La première voie de sortie des énergies fossiles, c'est la bioénergie. Et la bioénergie, on l'a vu, elle s'est sortie d'une bonne isolation thermique, mais tout de même modérée.
Je n'ai jamais vu une ville suédoise essayer de généraliser l'habitat passif. Ce sont les villes allemandes qui généralisent l'habitat passif, enfin qui essayent de généraliser l'habitat passif. Et puis d'autre part, pour les transports neugordiens, on se rabat sur les transports au biocarburant. La deuxième voie de sortie des énergies fossiles à l'échelle locale, celle d'Hanovre, mais c'est aussi celle de Fribourg, c'est de tout miser finalement sur l'efficacité énergétique, la décentralisation, donc la sobriété énergétique, avec de l'habitat passif pour le neuf. Bon, ils font aussi de la réhabilitation de l'ancien, y compris en passif. Enfin, c'est expérimental en passif, la réhab. Il y a des grands programmes de réhabilitation des logements anciens à Hanovre. Habitat passif ou positif, ville à courte distance et essor important des ENR. C'est-à-dire que là, on mise sur un panachage d'un ensemble d'énergies renouvelables, pas sur la biomasse ou sur une énergie renouvelable, sur l'ensemble. Mais pour ça, il faut réduire fortement les consommations d'énergie, sinon ça ne tient pas. La troisième voie, c'est la nucléarisation. C'est la voie française. Cette voie nucléaire permet un essor difficile des énergies renouvelables. La France, par rapport à son potentiel, a encore peu développé les énergies renouvelables. Et sa sortie d'une électrification des transports jusqu'aux véhicules individuels. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est la voie, on va dire, française. Et une quatrième voie, beaucoup plus civique, beaucoup plus alternative, qui serait celle de la sobriété, celle d'une transition énergétique civique. Elle est portée par des petits groupes, pas par des villes. Par exemple, le groupe des Transition Towns, c'est des groupes d'habitants qui veulent devenir indépendants par rapport aux énergies fossiles, rompre leur dépendance aux énergies fossiles. C'est l'approche de la simplicité volontaire, ou aussi des coopératives citoyennes. Parce que, par exemple, à Fribourg, on est engagé dans une transition énergétique civique. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'énergies renouvelables sont financées par des habitants eux-mêmes qui achètent des parts. D'ailleurs, c'est rentable. Enfin, ça peut être lucratif ou non lucratif. Alors, la question c'est, est-ce que ces voies de sortie des énergies fossiles, elles sont compatibles ou est-ce qu'elles sont contradictoires? Bon, bien sûr, nous allons assister dans nos villes à un panachage entre ces différentes solutions. Mais mon optique, c'est que ces options sont profondément divergentes. En fait, elles reposent sur des options politiques qui sont profondément divergentes. Il y a une première ligne de tension entre le choix d'énergie centralisée ou le choix d'énergie décentralisée. Les énergies centralisées, que ce soit l'atome ou l'or vert, ça reste des énergies centralisées. À Stockholm, on a des solutions centralisées. Et c'est avant tout d'ailleurs un combat industriel. C'est-à-dire le véhicule au biocarburant ou le véhicule électrique, c'est avant tout un combat industriel. Les véhicules au biocarburant n'ont pas du tout la même presse, n'ont pas du tout mauvaise presse en Suède. En revanche, les véhicules nucléaires ont très mauvaise presse en Suède. Les deux types de véhicules, à mon avis, ne constituent pas des solutions. Mais le procès fait au biocarburant en France, il est en partie légitime, il est fortement marqué par les lobbies nucléaires français. Parce que nous, ce qu'on veut développer, c'est le véhicule électrique. C'est des marchés internationaux, évidemment. Bon, c'est important de le rappeler. On n'est pas que sur des enjeux écologiques avec ces choix-là. L'option décentralisée, c'est l'option allemande. Développer une multiplicité d'énergies renouvelables et passer aux énergies renouvelables, ça suppose une forte réduction des besoins énergétiques. Sinon, la biomasse, si vous voulez, vous pouvez rester à même niveau énergétique. Vous remplacez l'or noir par l'or vert et vous ne changez rien. Les bâtiments consomment de l'énergie et ça roule. En revanche, avec le solaire, l'éolien, etc., bon, la géothermie, c'est un peu mieux, vous n'allez pas très loin. Vous êtes obligé de réduire les consommations énergétiques. C'est une première ligne de divergence assez importante. Deuxième, c'est complémentaire. Deuxième opposition entre des voies de substitution énergétique, on remplace des fuels par d'autres fuels, ou au contraire, on cherche une sobriété énergétique, et là, on va vers des villes compactes, des villes sans voiture, des circuits courts, de l'habitat passif, voire de l'habitat positif. Ce sont des choix politiquement divergents, parce qu'on ne peut pas tout faire.
Et puis, il y a ce qu'on appelle des path dependencies, des sentiers de dépendance. Une fois que vous avez un réseau de chaleur, vous ne pouvez pas faire de l'habitat passif. Alors, il faut nuancer parce qu'il y a des petits réseaux de chaleur qui sont connectés à des micro-centrales en cogénération et qui permettent d'allier les deux dispositifs, comme au Kreuzberg à Hanovre. Donc voilà pour ces voies de sortie des énergies fossiles. Ce sont les villes qui y sont allées, ce ne sont pas les gouvernements. Les gouvernements ont mis en place des outils, mais la sortie des énergies fossiles, ça a été inventé à Växjö. Et ensuite, Växjö a créé un réseau de villes suédoises pour la sortie des énergies fossiles, et cet objectif a été repris, enfin, disons, diffusé. Ça vient du pouvoir local, ça ne vient pas du pouvoir national. Pour finir, parce que vous êtes fatigués, puis c'est long, j'ai abusé de mon temps de parole, 2 slides pour finir sur les limites de tout ça. La limite la plus structurante dans cette transition énergétique, dans ce début de transition énergétique, c'est qu'on n'observe aucune baisse de régime énergétique. Et ça, c'est rédhibitoire. Alors, Jackson, dans un livre qui s'appelle « Prospérité sans croissance » en 2011, explique très bien le problème des effets rebonds. En permanence, nous avons des effets rebonds, c'est-à-dire un report des émissions de CO2 sur d'autres postes de consommation. Pour être caricatural, à quoi ça sert d'avoir une maison sans chauffage si avec les économies que vous réalisez, les 300-400 € que vous gagnez, vous consommez? Et si en plus vous décidez de vous payer un petit voyage, eh bien c'est pire. Les émissions de CO2, elles sont simplement reportées. Pour que votre maison sans chauffage soit efficace, il faut que cet argent économisé, vous le mettiez en épargne, que vous ne consommiez pas. Si vous consommez, ou alors peut-être du théâtre ou des activités culturelles, mais si vous consommez, vous reportez les budgets de CO2. C'est tout, vous ne faites que les reporter. D'autre part, les pays de l'Union européenne ont réduit, un certain nombre ont réussi à réduire leurs émissions de CO2. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord une désindustrialisation massive avec la chute du mur de Berlin. Et d'autre part, parce que nous avons délocalisé une grande partie de nos émissions en Orient, en Extrême-Orient, en Chine, en Corée, etc. Donc nos émissions de CO2 liées aux produits que nous consommons, nous ne les comptabilisons pas en France, en Allemagne, etc. Elles sont comptabilisées dans les émissions de CO2 chinoises, etc. Des produits que nous importons. Les industries les plus énergivores sont passées à l'est ou au sud. Donc ce sont des bilans complètement faussés. Sur le bâtiment, on peut dire qu'il y a eu des grands progrès dans l'isolation thermique, dans le neuf. Voilà, on a quand même pas mal avancé. Dans l'ancien, Grenoble par exemple commence à réhabiliter ses logements anciens, il y a des progrès. Et en même temps, vous le savez, on est dans des processus d'accroissement de la taille des logements, de décohabitation, de multiplication des biens électriques, de multirésidence. Ce qui fait que les consommations énergétiques du bâtiment continuent à croître, en dépit des progrès qui sont faits sur l'isolation. Pour les transports, grosso modo, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut dire que le système industriel automobile, il est complètement incompatible avec des villes écologiques. Même si on réduit les émissions par tête, par voiture, en fait, il y a de plus en plus de kilomètres parcourus, donc les émissions augmentent. Les nuisances, le stress en ville sont largement liés à l'automobile, et l'automobile mange beaucoup d'espace, parce qu'en fait, si on veut des villes denses, renaturées, on a un problème d'espace. L'automobile, c'est 30% du sol urbain, avec ses garages, ses parkings, etc. Donc si on veut une ville écologique, c'est-à-dire renaturée, bioclimatique et dense, il faut récupérer l'espace sur la voirie automobile. Il n'y a pas le choix. Transport de marchandises, pareil. Alors quand on fait un petit peu le bilan, on se rend compte qu'en fait, on a besoin aujourd'hui de politique nationale et de politique européenne de reconversion industrielle et de réindustrialisation. On ne peut pas continuer avec une internationalisation croissante des flux de marchandises. C'est complètement incompatible avec la réduction de l'empreinte carbone. Notre économie est fossile. Elle ne va pas se reconvertir toute seule. Tout est fossile. Les matériaux de construction, les plastiques, les engrais. Donc on a besoin de politiques de restructuration industrielle et de réindustrialisation.
les États ne sont pas en mesure aujourd'hui de mener ces politiques. Ni l'État, ni l'Europe, ni les États-Unis. Alors que je pense que sur le diagnostic, tous les gens qui sont spécialistes de la transition énergétique le savent. On a besoin d'une forte restructuration économique. Les États sont complètement impuissants pour restructurer notre économie, pour sortir de cette économie fossile. Parce que le pétrole, c'est aussi les plastiques, la chimie, les emballages. C'est immense. Alors, le dernier slide, c'est celle-là. Il n'y a pas de transition énergétique sans transformation profonde du système économique. Il n'y a pas d'acteurs nationaux et internationaux qui aient le courage aujourd'hui de s'attaquer à cette reconversion industrielle massive et à la réindustrialisation, c'est-à-dire aux politiques locales, en circuit court, aux relocalisations. La seule fenêtre que je vois, et c'est un travail qu'on fait dans un programme de recherche sur les modes de vie 2050, la seule fenêtre que je vois sur cette transition énergétique via le système économique, elle vient des initiatives civiles. Les mouvements sont extrêmement ramifiés aujourd'hui du côté de la société civile au niveau mondial. Je ne parle pas forcément en France parce que c'est peut-être les États-Unis qui sont le plus en avance sur ces mouvements civils. Des groupes, des habitants développent des modes de déconsommation, des modes de décélération. Le mouvement du slow est très puissant en particulier. Enfin, très puissant. Il est ramifié. Des entreprises de relocalisation pour manger local, pour produire local, pour retrouver une autonomie énergétique. Puis on assiste aussi à l'essor de nouveaux modes d'habiter. Et ça concerne la France, qui a un essor important de l'éco-habitat groupé. L'habitat groupé s'était mis en place dans les années 70. Depuis quelques années, on assiste à un essor très important de l'éco-habitat groupé, écoquartier fait par des habitants, ville en transition. On peut dire qu'on est face aujourd'hui à des choix de mode de vie et de consommation bas carbone qui viennent du bas, qui viennent d'initiatives civiles, bottom-up. Et c'est en agissant sur ces 50% ignorés par les plans climat qu'on peut en fait parler de transition énergétique. Parce que si vous réduisez les consommations d'énergie directe et les émissions de CO2, mais qu'avec cet argent économisé, vous consommez d'autres produits, votre CO2, vous l'aurez simplement transféré des consommations directes vers les consommations indirectes. Donc il est indispensable d'attaquer le CO2, les émissions de gaz à effet de serre, liées aux produits de consommation et aux biens de consommation. Ça suppose une autre économie. Voilà, le débat est ouvert.